Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bonjour à tous, vous écoutez les masterclass de 13 tendances. Je suis Pierre-Henri Thomas et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Luc de Brabander. Bonjour Luc de Brabander. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle à l'école, comment l'introduire ou comment faire coexister en bonne intelligence l'IA et l'enseignement, surtout dans l'enseignement secondaire. Mais d'abord, première question, est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur ? Non, je crois que c'est un outil d'ailleurs que j'utilise. Ce qui me fait peur, c'est beaucoup de bêtises qu'on raconte à son sujet et peut-être la méconnaissance du grand public sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc voilà. Mais c'est plus un problème d'éducation. Je crois que le problème n'est pas technique, c'est bien comprendre de quoi il s'agit, ce qu'on peut en faire et ce qu'on ne pourra jamais faire avec. Donc, c'est ça. D'abord, peut-on définir l'intelligence artificielle en peu de mots et est-ce qu'elle est vraiment intelligente ? Mais le mot intelligence est devenu sujet d'étude des philosophes il y a environ 200 ans. Avant, personne ne s'en occupait. Et il y a eu à ce moment-là, notamment l'invention de ce sinistre quotient intellectuel. Et il y a 200 ans, en gros, on était bon en mathématiques ou on était bête. En fait, c'était l'un ou l'autre. Il y a eu un mouvement formidable après la guerre des intelligences multiples. Il y a eu l'intelligence émotionnelle, artistique, relationnelle. Et c'était très, très, très bien. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? Patatras, avec la technologie, on remet intelligence au singulier. Et la première chose qu'il faut faire, je crois, c'est bien séparer. La partie logico-mathématique, eh bien, ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Mais il faut remettre au pluriel. Il y a des tas... Une intelligence artificielle n'a pas de projet, n'a pas de valeur, n'a pas de volonté, n'a pas d'humour. Enfin, il y a des tas de choses qui font l'être humain qui n'y apparaissent pas. Et donc, par exemple, la créativité, qui est mon sujet historique, je peux pas imaginer une machine créative, par définition. Mais c'est quand même bluffant. Enfin, je veux dire, c'est bluffant. On peut lui demander des choses, d'écrire quelque chose à la manière de Balzac, et elle va le faire. Oui, parce qu'elle a accumulé tout Balzac. Moi, j'ai fait récemment faire mon portrait par Magritte, et c'est assez bluffant, parce qu'il y a du Magritte dans mon portrait. Mais d'abord, ils ont volé tout Magritte, commençons par ça. Pour faire ça, il faut tout voler, et la puissance de la machine permet de le faire. Mais je dirais, ça ne reste jamais qu'une gigantesque une puissance. La raison même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Donc, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Si on fait des lunettes, c'est pour voir mieux. Eh bien, si on fait des machines comme ça, c'est pour aider l'être humain. Mais ça ne lui enlève en rien son statut d'outil. C'est ça. Et donc, l'outil, je dirais, il n'est pas créatif et il ne peut pas être responsable. Il y a la responsabilité, ça reste, je dirais, l'attribut du genre humain. C'est ça. Et l'outil pourrait-il nous enlever des connaissances ? Par exemple, certains ont dit, lorsque la machine à calculer est arrivée à l'école, « mais les enfants ne vont plus pouvoir calculer ». Finalement, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Non, c'est pas tout à fait le cas, mais il faut moins se poser la question. Je dirais, c'est clair que, par exemple, moi j'ai étudié les logarithmes quand j'étais à l'école et des tas de choses qui ont complètement disparu. Je crois que apprendre à calculer, c'est dans un contexte donné. Et aujourd'hui, avec ces machines-là, eh bien, il ne faut plus calculer comme on le faisait avant. Mais il y a toujours la réflexion du dessus. Et c'est ça que j'aime bien avec la philosophie, c'est se dire, mais au fond, qu'est-ce que je dois encore apprendre ? Est-ce qu'il est utile d'apprendre à faire une multiplication ? Et je crois qu'il y a quand même certaines raisons, notamment que, je dirais, la contrainte, l'absence des machines a, je dirais, jalonné l'histoire des mathématiques. Énormément d'inventions ont été dues à l'absence de machines. Et donc, j'ai envie de retourner à l'argument. S'il y a des machines, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'invente plus, etc., etc. Alors, venons-en au cœur du sujet. Comment faire vivre en bonne intelligence l'IA et l'école, et surtout l'école secondaire, je crois. Je crois que vous avez travaillé beaucoup là-dessus. Je continue. Mon prochain livre, c'est ça. C'est apprendre aux enfants à raisonner. Ça, c'est sûr. Et je dirais, quand on met tout ensemble, que constate-t-on ? Eh bien, que la majorité des raisonnements que l'on a ou que l'on fait ne contiennent pas de chiffres. Par exemple, si je compare, l'Espagne au Portugal, c'est une forme de raisonnement. Il n'y a pas de moindre chiffre. Et quand on regarde de près,
on est étonné du nombre de raisonnements qui ne contiennent pas de chiffres. Et donc, calculer, c'est pas raisonner, raisonner, c'est pas calculer. Et je dirais, ma bataille, c'est quoi? C'est séparer les deux mots. Il y a le calcul qui est un problème en soi et qu'on peut faire des tas de choses, mais il faut séparer l'idée du raisonnement. Et le raisonnement, je crois que ça devrait devenir un sujet capital à l'école. Par exemple, si on est dimanche, la poste est fermée. D'accord? La poste est fermée, est-ce qu'on est dimanche? Ben non. Peut-être qu'on a perdu la clé, etc. Eh bien, je dirais, c'est un raisonnement où on peut se tromper, on peut avoir raison, qui n'a rien à voir avec les chiffres. Il y a toute une science de la logique qui est formelle, parce que j'entends dire le musulman est un terroriste, donc les terroristes sont des musulmans, c'est le même genre d'erreur. C'est formel. A implique B, on ne peut pas dire B implique A. Et donc, il y a une forme de raisonnement qui n'a rien à voir avec le calcul, qui doit être enseigné dès le plus jeune âge. À partir de quand ? Moi, je dirais 9 ans. Je dirais 9 ans, parce que on parle beaucoup du test clé là, de la ministre Glatini, mais moi, j'ai 2 petites filles de 9 ans et je vois bien. Le test clé, c'est pour rappeler... Clé, oui, justement, la ministre, et je crois qu'elle a tout à fait raison, veut tester les compétences vers 9 ans, la 3e année, calculer, lire et écrire. Et on dit depuis toujours, c'est les 3 compétences de base. Eh bien, moi, je trouve qu'il y en a une 4e qui est raisonnée. Et c'est, en fait, j'ai observé grâce à ma petite fille, quand on apprend à calculer, les 2 premiers signes qu'on apprend, c'est plus et moins. Bon. Quand on apprend la logique, les 2 premiers signes qu'on apprend, c'est et ou. Et il se fait que plus et, c'est fort semblable. Si vous prenez un café et un croissant, un café plus un croissant, en gros, c'est la même chose. Par contre, moins et ou, ça n'a rien à voir. Un café moins un croissant, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et donc, dès le départ, et d'ailleurs, il y a 2 sortes de ou. Il y a le ou qui exclut un des 2, l'autre qui peut prendre les 2, etc., etc. Et j'ai vraiment accumulé suffisamment d'exemples pour bien montrer qu'à 9 ans, un enfant doit apprendre à raisonner indépendamment du calcul. Et on n'apprend pas ça à l'école ? Non, je dirais que globalement, moi j'ai eu un excellent enseignement. Je me souviens, on m'a appris la géographie, le flamand, l'histoire, etc. Mais j'ai jamais eu un professeur qui est rentré dans la classe en disant « Aujourd'hui, on va apprendre à penser ». Et avec l'IA, parce que c'est quand même le sujet dont on parle, c'est beaucoup plus important encore qu'avant, parce que l'IA donne l'illusion qu'on peut sous-traiter la pensée ou carrément ne plus penser du tout. Je crois que retrouver les bases de la logique et du raisonnement, c'est essentiel, surtout que, si je peux continuer encore une seconde, c'est que 3 ans plus tard, 12, 13 ans, le téléphone. Bon, à 9 ans, ils ne l'ont pas, à 12 ans, ils l'ont. Et donc, s'ils n'ont pas acquis, les enfants, cette base de la logique, ils vont être démunis pour dénoncer ou détecter, pour observer les arguments fallacieux. Les arguments fallacieux, et il y en a partout, tout le temps. Et donc la logique, il y a déjà ce qu'on vient de dire, et en plus, dans la boîte à outils, par rapport aux fake news et à tout ce qui est faux, c'est probablement l'outil le plus important. On me dit très souvent, voilà, mais c'est très bien tout ce que vous voulez faire, M. Dramander, mais on n'a pas le temps. Eh bien, c'est fallacieux. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est de me dire que ce qu'on fait aujourd'hui est plus important que la logique. Donc, dire qu'on n'a pas le temps, c'est ce qu'on accepte, c'est un argument fallacieux. Il manque la pièce maîtresse, qui est la seule contestable. C'est de dire la philosophie est moins importante que les matières enseignées, etc., etc. Maintenant, admettons que Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, aille dans votre sens. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous lui en avez parlé, d'ailleurs. Oui, je suis en contact avec elle et je ne suis pas seul, parce que moi, je n'ai jamais enseigné, je ne suis pas prof. Donc, je travaille avec Hélène Kals, qui est professeure de philosophie dans l'enseignement dont on parle et qui anime aussi l'association des professeurs de philo. Et à 2, on fonctionne très très bien parce que j'ai le regard qu'elle n'a pas et inversement. On a vu et on va revoir la ministre Glatini pour lui faire des actions, des propositions très concrètes. Comme quoi, par exemple ? Des outils. Parce que les professeurs, j'ai encore vu une série de professeurs la semaine passée, ils n'ont pas les outils pour enseigner ça. Si vous demandez à quelqu'un d'enseigner la géométrie, il y a 1000 livres de géométrie mais apprendre la logique, il n'y a pas d'outils. Et la logique, et à ceci de particulier, c'est qu'on la réduit souvent au jeu.
J'ai observé dans les libraires, chez les libraires, c'est beaucoup des jeux de logique. Jouer sur la plage pendant l'été, apprenez, etc. Mais il faut enlever à la logique ce côté ludique. On peut le garder, mais il faut lui remettre son côté extrêmement important. Et on ne dit jamais jeu mathématique. Pourquoi on dit jeu logique? Non, c'est au même niveau. D'accord. Écoutez, merci en tout cas pour ces explications. Un dernier mot peut-être. Vous êtes un écrivain prolifique, je crois que 22 titres Oui. Que vous avez publiés. Le dernier, c'est un nouveau tome dans votre série Petite philosophie. Oui. Il s'intitule Petite philosophie des catégories inévitables. En 2 mots, ça parle de quoi ? Mais ça parle de ceci, c'est que quand on prend une conversation au hasard, je suis sûr si on écoute la nôtre, on utilise constamment des catégories. Enfants, étudiants, on l'utilise constamment. Elles sont inévitables. Mais quand on regarde de près, toutes ces catégories sont floues, sont friables, sont contestables, sont parfois ambiguës, etc. Et donc, j'ai voulu un jour me poser la question, mais au fond, ce matériau de base de la pensée, qui est la catégorie, peut-être qu'il est utile de mieux en comprendre les forces et les faiblesses pour mieux penser. C'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Luc de Brabander. Je vous rappelle que l'on peut retrouver les podcasts de Trends Tendance sur notre site, mais aussi sur les principales plateformes de streaming. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.